Bonjour, bonjour. J'aimerais commencer cette vidéo en disant coup de théâtre au Pérou. Mais depuis 6 mois, depuis la prise de pouvoir de Pedro Castillo, donc à la présidence du Pérou, on va de coup de théâtre en coup de théâtre. Donc le titre est un peu usé et il va falloir que je fasse preuve d'imagination pour trouver un autre titre. Alors néanmoins, il y a eu évidemment encore un nouvel épisode, on va dire, dans la série politique péruvienne, avec un troisième remaniement ministériel, donc changement de cabinet, changement de Premier ministre en 6 mois. Et là, il se trouve que ce cabinet ministériel fait beaucoup parler, puisqu'il intègre des éléments conservateurs et néolibéraux, donc c'est-à-dire des options politiques qui sont contraires et antagoniques aux promesses de campagne du candidat Pedro Castillo pendant le premier et deuxième tour de l'élection présidentielle. Donc on va évidemment analyser tout ça, mais avant cela, j'aimerais remettre un peu dans le contexte et revenir très brièvement sur au moins les deux premiers gouvernements donc de Pedro Castillo. Alors, on a déjà touché ça plus en profondeur dans des vidéos que nous avons faites. Nous vous invitons à aller sur le site des Deux Rives ou sur la page YouTube des Deux Rives pour revoir ces vidéos qui sont plus en profondeur. Nous vous invitons aussi à contribuer financièrement aux Deux Rives pour avoir un autre son de cloche, une autre information sur l'Amérique latine. Donc, vous pouvez faire l'un et l'autre en allant sur la page www.lesdeuxrives.info et donc cliquez sur nous soutenir et cliquez sur Web TV pour avoir accès à toutes nos vidéos. Alors, ceci étant dit, revenons un peu sur les deux premiers cabinets pour comprendre ce qui est en train de se dérouler en ce moment au Pérou. Pedro Castillo a gagné l'élection présidentielle avec 50,1%. Et son adversaire, donc, qui était Keiko Fujimori, représentait tout le passé trouble de la dictature des années 90, du père donc, de la candidate. Et effectivement, il y a eu 25% de l'électorat de Pedro Castillo qui n'adhérait pas aux idées du parti qui l'a présenté et qui ne portait pas en estime Pedro Castillo, mais qui ont voté contre une chose qu'il pensait être pire. Donc Pedro Castillo arrive avec, dès le début, un manque de légitimité, ou en tout cas une légitimité à gagner en démontrant qu'il peut changer le pays pour une partie de cette population et donc de la faire passer comme des électeurs ou dans son noyau dur, on va dire. Et là, je pense qu'il y a eu une mauvaise lecture sur le premier cabinet. Le premier cabinet avait été donné à, donc le Premier ministre était un membre du parti Perú Libre, donc de la gauche radicale, et avec une lecture comme quoi c'était finalement eux et leurs idées qui avaient remporté l'élection présidentielle. Et là, évidemment, ça a coincé, et il y avait une véritable crise de légitimité, puisqu'il y avait des ministres du premier cabinet ministériel qui s'opposaient frontalement et publiquement au Premier ministre parce qu'ils se savaient protégés par le président. Donc il y avait une cacophonie qui aurait pu mettre en péril aussi l'institutionnalité du Pérou, qui est déjà très faible. Et le président avait pris la décision, au bout de 2 mois, de former un nouveau cabinet ministériel en nommant une personne de consensus, alors plus de centre-gauche, moins radicale, avec l'objectif de stabiliser le gouvernement, de montrer que l'option politique choisie par les Péruviens pouvait gouverner le pays et de composer avec les différentes factions, les différents clans de la gauche péruvienne. Alors il se trouve que le bilan n'est pas du tout catastrophique, ni du premier cabinet d'ailleurs, ni du second. Non, les deux premiers ministres n'ont pas finalement à rougir du bilan qu'ils ont eu en un temps extrêmement réduit, 2 mois pour le premier cabinet, 3 mois pour le deuxième.
Toujours est-il que les luttes internes ont eu raison, encore une fois, de ce deuxième cabinet. Et donc le président a donc dissous son gouvernement et a nommé un nouveau gouvernement. Il y a 2 jours, le mercredi 1er février. Alors, je rappelle quand même que là, finalement, 3 cabinets ministériels en même pas 6 mois. On est encore dans la crise institutionnelle permanente qui flagelle le Pérou depuis maintenant de nombreuses années. Je rappelle que le Pérou avait connu 5 présidents en 4 ans. Il va de crise de régime en crise institutionnelle permanente, ce qui évidemment a pour effet d'éloigner les citoyens de la politique et de créer une situation d'ingouvernabilité. Ingouvernabilité qui se situe, dont l'origine se situe dans la constitution imposée par la force par le dictateur Fujimori en 1992. Et notamment avec un régime, je dirais, un peu bâtard. Ce n'est pas un régime présidentiel, ce n'est pas un régime parlementaire, c'est un mix un peu entre les deux, où le Parlement peut révoquer le président et censurer des ministres. À la fois, le président a la possibilité aussi de dissoudre l'Assemblée. Les 2 pouvoirs étaient censés se contrôler un peu ainsi, sauf que c'était une façon aussi pour les Fujimoristes, dès l'instant où ils arrivaient à créer des majorités parlementaires, à empêcher la gouvernabilité du pays. C'est ce qui s'est passé donc depuis 2016 et c'est ce qui est encore en train de se passer. Donc là, le président Castillo, qui est sous la menace permanente, parce qu'il n'a pas la majorité au Congrès, s'est dit, eh bien, nous allons chercher une autre voie pour assurer une certaine gouvernabilité et éviter de se faire destituer, d'éviter une énième procédure d'impeachment. Il y en a déjà eu en 5 mois. Et donc, l'idée générale est celle-là. Alors, le nouveau cabinet, c'est là où ça pose un petit peu problème, parce que le Pérou a déjà connu une trahison politique en 2011, où le candidat président Ollanta Humala s'était fait élire sur un programme progressiste, programme qui avait duré 3 mois, et au bout de 3 mois, virage à 180 degrés, et finalement, Humala avait dirigé avec les pouvoirs factices, avec le pouvoir économique, et finalement avait renié absolument toutes ses promesses de campagne. Donc, au Pérou, il y a ce traumatisme qui existe déjà. Et là, alors, il fallait donner un signal fort. C'est-à-dire que dans les confusions au niveau gouvernemental, c'est-à-dire on a essayé, enfin, Pedro Castillo a essayé avec une ligne un peu radicale, celle de Guido Bellido du parti Perú Libre, aligné sur le secrétaire national de ce parti, Vladimir Cerrón. Ça n'a pas eu les effets escomptés. L'ingouvernabilité était là. Il a essayé avec une ligne un peu plus, on va dire, de centre-gauche. Les résultats escomptés n'ont pas été à la hauteur des espérances du président. Donc, une espèce de nouveau pacte qui se dessine. Et là, c'est assez rocambolesque, on va dire. Alors je vais prendre au moins 4 des nouveaux ministres, notamment je vais commencer par le Premier ministre. Donc c'est ce que je disais, le président Castillo devait donner un signal fort en disant, voilà, je nomme un ministre, un Premier ministre, pour montrer une feuille de route. Voilà vers quoi je vais me diriger après les deux précédents gouvernements. Or, il nomme comme Premier ministre une allégorie de l'opportunisme politique et de tout ce que les gens détestent dans la politique politicienne, donc Héctor Valère, qui bien loin d'apporter des réponses à l'incertitude politique générée ces derniers mois sur où va-t-on, quel est le plan et l'horizon politique de Pedro Castillo. Héctor Valère a fait partie de 8 partis politiques dans sa carrière.
Hector Valère a été élu l'année dernière sur les listes du parti d'ultra-droite Rénovation Populaire, et donc il se retrouve Premier ministre d'un président qui, jusqu'alors en tout cas, se dessinait dans la galaxie de la gauche. Grosso modo, Hector Valère, qui a fait absolument tous les partis, alors pour traduire en français, qui a commencé au Parti Socialiste, allé au Modem, il a fait les Verts, et donc il vient de passer en quelques mois de Zemmour à Mélenchon. Hein. Enfin, évidemment, ça n'a rien à voir cette comparaison, puisque là on voit bien, c'est quelqu'un qui n'est pas du tout idéologique, c'est un opportuniste. Et évidemment, le signal fort, pas du tout, au contraire. Donc c'est, comme on peut le voir, un homme d'idéologie. Hein. Évidemment, je suis ironique. Alors, Hector Valère, donc non seulement un opportuniste politique, et puis ensuite, c'était quand même quelqu'un d'extrêmement conservateur. Hein. Alors, il y a plusieurs accusations qui le nomment, enfin qui le montrent, qu'il aurait été ou a été membre de l'Opus Dei, et puis surtout, il a des procès en cours pour corruption et collusion d'intérêts, et des dénonciations donc pénales parce qu'il battait sa femme, sa fille et son chien. Donc bon, vous voyez un peu le bonhomme. Alors, les accusations de violence, il y a le concierge de son immeuble qui a fait une première dénonciation parce que c'était infernal, les bruits de coups et compagnie. Sa fille a aussi porté plainte, et puis les voisins se sont ligués pour porter plainte parce qu'il battait l'animal, le chien, en place publique. Donc, bon, voilà. Un peu le bonhomme qui est chargé aujourd'hui de la conduction du nouveau gouvernement péruvien. Alors, dans d'autres, je ne vais pas m'étendre sur tout le cabinet, mais il y a des exemples quand même qu'il faut particulièrement montrer. Au ministère de la Femme et des Populations Vulnérables, donc, qui était occupé jusqu'à donc il y a 2 jours par la ministre, l'ex-ministre maintenant, Anaï Durand. Donc Anaï Durand qui vient d'une gauche, je dirais, qui représente ou qui est très ancrée dans ces secteurs urbains plus classe moyenne radicalisée. Et alors ça, je dirais, c'est son parti en règle générale. Anaï Durand a une trajectoire politique de plus de 20 ans, y compris inscrite aussi dans la gauche radicale. C'est quelqu'un qui est docteur en sociologie de l'université de Mexico. C'est quelqu'un qui a eu des expériences par le passé au sein de l'appareil d'État. Donc c'était quelqu'un évidemment de très compétent, et puis une féministe déclarée. Elle est remplacée donc par une députée du parti Perú Libre, mais de la faction, non pas de Cerrón, la faction idéologique gauche radicale, mais plus de la faction des professeurs, ceux qui ont été élus sous les couleurs du parti Perú Libre, mais qui étaient plus proches de Pedro Castillo. Et donc, on passe d'une féministe à une intégriste. Hein. C'est un peu Aboubacar el-Baghdadi en version évangéliste et féminine. Hein. Donc, c'est quelqu'un qui s'est déjà prononcé avec des positions médiévales, hein, telles que les petites filles et les petits garçons ne peuvent pas s'habiller pareil, donc pas de pantalon pour les petites filles. Enfin bon. C'est-à-dire que il y a toute une partie d'un secteur féministe de classe moyenne urbaine qui n'avait pas arrêté d'embêter l'ancienne ministre parce qu'elle ne se prononçait pas sur l'avortement. Alors elle s'était en réalité prononcée, elle avait dit que ce n'était pas l'option politique qui avait gagné, et que c'était une option politique plus conservatrice, donc que l'avortement, comme depuis l'exécutif, n'était pas à l'ordre du jour. Il y a eu une proposition de loi d'une députée de son parti pour légaliser l'avortement. Évidemment, ça n'a pas donné suite. Mais là, on passe vraiment du féminisme comme je disais, à l'intégrisme. Donc elle aussi, d'ailleurs, au passage, elle a une condamnation pour diffamation. Et puis, on est vraiment dans la politique de placer ses amis, hein, désormais.
Donc, et puis avec évidemment aucune expérience au sein de l'appareil d'État. Voilà. Alors, le ministre de la Culture, alors lui, il est absolument génial. Il vient donc d'un parti de droite. Et à peine nommé, il y a des gens qui ont été exhumés ses tweets. Alors, lors d'une manifestation, il y a quelques années, il y avait eu un mort. Et donc, celui qui est aujourd'hui ministre de la Culture du gouvernement, donc Pedro Castillo, avait tweeté « Un rouge de moins, c'est plus d'espérance pour le Pérou ». Voilà. Il avait aussi tweeté « La gauche ne devrait jamais exister, c'est une plaie ». Et il y avait eu un autre tweet assez rigolo, puisque ministre de la Culture, il y a un vice-ministre de plurinationalité. Non, au Pérou, il y a plusieurs nationalités, et donc d'autodéfinition ethnique. Et dans une bagarre Twitter avec un Chilien, il avait fini par le traiter de sa nègre de merde. Donc voilà, là c'est le ministre de la Culture, encore quelqu'un évidemment qu'on ne peut pas situer, et c'est un euphémisme à la gauche de l'échiquier politique. Et puis, je dirais presque le plus important, avec évidemment le Premier ministre, le ministre de l'économie. Alors jusqu'alors, le Pérou avait un ministre de l'économie de centre-gauche, honnête, provenant des fils donc, du mouvement Nouveau Pérou, comme la ministre de la Femme, Anaïs Durand. Alors, c'était pas un révolutionnaire, ça, aucun problème là-dessus. Il avait même repris et réimpulsé un cadre fiscal qui était plus contraignant que les critères de Maastricht, qui existaient avant la pandémie, qui avaient été suspendus pendant la pandémie, évidemment, pour pouvoir faire face aux conséquences économiques de la pandémie, et donc il l'avait rétabli. Donc on n'était pas face à quelqu'un, comme je dis, de révolutionnaire. Lorsque le thème de la nationalisation du gaz ou des ressources naturelles, thème de campagne de Castillo ou de Verónica Mendoza, avait dû être mis sur la table, mais cette fois-ci depuis le pouvoir. Il y avait eu certaines concessions, mais tout en n'abandonnant pas un certain or. C'est-à-dire l'idée était quand même de mettre l'économie au service de l'être humain, au service des Péruviens et des Péruviennes, et évidemment avec dans un programme ou une chronologie peut-être plus longue que ce que pouvaient espérer certains de la gauche radicale, qui n'ont pas cessé par ailleurs de le torpiller pendant 6 mois. Eh bien, bravo, génial, belle maturité politique. Aujourd'hui, le ministre de l'économie, donc Oscar Graham, est un ultralibéral déjanté qui, cerise sur le gâteau, est aussi un membre du lobby des fonds de pension. Voilà, pour les retraites, notamment qui s'était impliqué il y a quelques années dans le fait de permettre aux fonds de pension de pouvoir sortir 50% de leurs bénéfices du pays, et donc d'investir l'argent des Péruviens dans d'autres pays pour maximiser leurs bénéfices. Donc voilà, c'est la personne qui va aujourd'hui qui va être à la tête responsable de l'orientation économique du pays. Donc là, on peut voir avec un cabinet, alors le ministre de la Santé reste, aussi pour des raisons de tactique électorale. Le ministre de la Santé a une très bonne opinion, parce qu'il a très bien géré la crise du Covid, donc les gens l'aiment bien. Et puis pour le reste, il y a quelques ministres effectivement qui restent et qui, à mon avis, vont devoir trancher, notamment le ministre du Travail. Il y a des conflits sociaux qui sont et syndicaux qui sont en train de monter, et qui ne cesseront pas de monter avec la conduction de l'économie actuelle, en tout cas si ça reste tel quel, ce cabinet, qui devront trancher. Et je pense qu'il y aura là encore des bagarres internes au sein de ce gouvernement. Alors nous y reviendrons. Non, ce que l'on peut voir, c'est que la gauche radicale, donc Perú Libre, donc de Vladimir Cerrón, est plus ou moins écartée du gouvernement. Il conserve un ministère, qui est le ministère de l'Environnement, qu'ils l'ont donné à un jeune, alors un jeune combattant, pour le coup, là, militant, alors par contre avec aucune expérience laborale.
Donc bon, on lui souhaite quand même bonne chance, surtout qu'en ce moment au Pérou, il y a une marée noire à gérer. Voilà. Mais donc voilà, Pérou Libre, donc un ministère de l'environnement, et puis cette gauche, on va dire, plus un peu classe moyenne, formée, des villes radicalisées qui, j'aime pas beaucoup les comparaisons, mais pour essayer de vous donner un élément de comparaison, pourrait ressembler à la France insoumise en France ou le PTB actuel actuel en Belgique. Voilà, alors eux sont complètement écartés du gouvernement, ils n'ont absolument plus aucun ministère, donc on se demande bien évidemment quelle va être l'orientation politique. Parce que, vous allez me dire, enfin Romain, t'es complètement débile, tu vois bien qu'avec des gens comme ça, ça y est, Castillo a trahi, c'est fini. Mais je dirais, j'aimerais bien vous dire ça, mais j'en suis même pas sûr. J'en suis même pas sûr. Je suis même pas sûr qu'il y ait une véritable volonté d'horizon politique, d'orienter le gouvernement à droite et de néolibéral et de trahir les engagements de campagne et tout ça. Je suis même pas sûr que nous en soyons là. Je pense qu'ici, il s'agit de petits calculs politiciens mesquins à base de quotas de pouvoir pour pouvoir avoir les votes suffisants pour éviter une procédure d'impeachment qui dégagerait le président, et donc on donne des espaces de pouvoir à ceux qui peuvent assurer un suivi gouvernemental. Voilà, je pense que moi, c'est mon opinion personnelle. Je pense, alors personnelle depuis le Pérou, avec des bonnes sources d'informations, évidemment. Hein, c'est pas, j'enquête depuis le terrain. Hein, c'est ce qui fait notre différence avec les deux rives. Et voilà, je pense qu'on en est plus là, et nous allons voir l'épreuve de feu, parce que ce gouvernement doit avoir les votes suffisants au Parlement. Or, il se trouve que je ne pense pas que la gauche, enfin les députés ancrés à gauche, donnent la confiance à ce gouvernement. Donc, on va voir qui va pouvoir donner la confiance, puisque l'extrême droite ne la donnera jamais, c'est clair, net, précis. Alors pour plusieurs raisons, hein. D'une part parce que leur Premier ministre c'est un traître, c'est un transfuge, donc ils ont la haine personnellement, et puis parce qu'ils sont dans l'opposition permanente. Non, dans l'opposition permanente, il y a aussi un autre élément qui s'ajoute à cela. Autant quand Humala avait trahi, la bourgeoisie de Lima l'avait laissé en place. Humala, c'est un militaire, était un militaire, membre d'un corps constitué, et puis surtout élevé dans les réseaux de la bourgeoisie de Lima. Hein. Humala avait fait ses études à l'école française de Lima, donc c'est pas le kidam moyen qui va évidemment à l'école française. Alors l'école française ou n'importe quelle école privée de l'élite de Lima. Et donc finalement c'était quand même un petit peu un des leurs, pas Pedro Castillo. Pour la bourgeoisie de Lima, Pedro Castillo est considéré comme un plouc et surtout comme un affront. C'est un affront qu'un type comme ça, professeur rural, venant des recoins les plus paumés du Pérou, etc., ait pu leur ravir la présidence. Donc ça, le fait de pacter avec la droite, et puis surtout avec le nid de serpent avec lequel il essaie de passer des accords, des accords politiciens, parce qu'il n'y a pas des accords de contenu, pour lui assurer sa survie, je pense que ça ne suffira pas. Voilà. Donc ça, nous verrons. Hein, nous verrons dans les prochains jours. Donc c'est pour ça qu'on verra. Mais même si la confiance est donnée, ça n'assure pas la survie non plus à ce gouvernement. Donc c'est pour ça que coup de théâtre au Pérou, non, là on est plus dans la série Netflix et on est dans des chapitres. Alors coup de théâtre 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, etc. Voilà. Voilà un peu quelle est la situation. Alors une grosse déception pour les militants de la gauche et de toutes les factions là, pour l'instant de la gauche péruvienne, oui, hein, dans une gauche aussi traumatisée par la trahison d'Humala en 2011, comme je l'ai mentionné. Beaucoup de frustration aussi, beaucoup de frustration d'avoir
participer dans des gouvernements où l'instabilité était permanente, où il fallait perdre un temps fou à essayer d'organiser la défense, etc., et pas forcément à construire, et beaucoup de frustration de ne pas avoir mené les projets de révolution de la structure étatique à leur terme. Donc ça, c'est ce qui domine un peu hein, au sein de la gauche qui a participé de près ou de loin au premier cabinet de Pedro Castillo. Et là, je voudrais désormais conclure sur un point, sur deux points. Alors, le premier, comme je disais, beaucoup de frustration au sein de la gauche. Ça reste, alors allons voir les évolutions, mais ça reste une mauvaise nouvelle. Ça reste une mauvaise nouvelle parce que ça crée de la confusion dans un pays où l'instabilité politique est reine, où le manque d'institutionnalité est roi, enfin reine, hein, mettez-les, en tout cas domine, et où les gens s'éloignent de plus en plus de la politique. Un pays qui a été marqué par les conséquences économiques de la crise sanitaire démentielle, et puis d'une crise sanitaire aussi, hein, le Pérou est le pays le plus touché en nombre de morts par habitant au monde. Donc les débats sur le Covid sont à fleur de peau, on va dire, parce qu'ici, c'est pas rare de discuter avec quelqu'un qui a perdu au moins une personne de sa famille. C'est un pays qui a laissé aussi 90 000 orphelins du Covid. La ministre de la Femme, Annie Durand, avait au moins réussi, avant de se faire lourder, de faire passer une loi pour leur assurer une allocation à ces orphelins du Covid jusqu'en 2040, c'est-à-dire jusqu'à leur majorité. Voilà. Donc le Covid et surtout les conséquences économiques, hein, avec l'augmentation du nombre de pauvres, la faim, hein, très importante. Et donc, c'est pas une bonne nouvelle parce que les gens il y avait eu au premier tour de l'élection présidentielle 48%, 50% quasiment, soit d'abstention, soit de vote nul, soit de vote blanc. Donc là, on voit une crise des partis aussi, parce que ça c'est important au Pérou. Il y a très peu de partis politiques et les partis politiques sont des franchises. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, en fait, les gérants de partis politiques prêtent ou louent en réalité leur parti politique à un nombre de militants qui l'investissent et lui donne une tournure idéologique. Donc un parti de centre-gauche peut se retrouver à droite le lendemain, voire à l'extrême-gauche, etc. Donc il y a évidemment un discrédit total de la classe politique. Hein. On en est... Alors Twitter ne veut absolument rien dire, Twitter n'est pas le monde réel, mais il se trouve que la plus forte tendance hier, aujourd'hui d'ailleurs, sur ce réseau social, c'était que se vayan todos, qu'ils s'en aillent tous. Et voilà, on revient finalement à une crise politique, et ça ne l'arrange pas. La présidence de Castillo n'arrange pas les choses, bien au contraire, et risque de faire sombrer la gauche, parce que évidemment c'est la gauche qui avait gagné, qui avait les élections en portant Castillo sur des programmes de changement, sur les programmes de nationalisation des ressources naturelles, sur la tenue d'une assemblée constituante pour rebattre les cartes du jeu démocratique et arrêter avec cette instabilité qui trouve sa source dans la Constitution de 1992 pour démocratiser le pays, pour déconcentrer le pouvoir de Lima sur les régions. Il y avait un véritable programme ambitieux. Aujourd'hui, on ne sait pas trop où ça va, donc c'est pas une bonne nouvelle. Voilà, il faut le dire, hein, c'est pas une bonne nouvelle, même si, comme je vous l'ai dit, il va y avoir des évolutions certainement dans les prochains jours ou semaines à venir. Voilà. Là, je voudrais conclure sur un truc important, à mon sens. Pourquoi soutenir? Comment se fait la politique dans un contexte pareil, non? Puisque on n'arrive pas à prendre le pouvoir pour pouvoir changer les choses réellement, non? De l'intérieur, depuis l'exécutif, de manière hégémonique. Ça a été un peu l'erreur de Perú Libre de croire ça, que c'est leur option politique qui avait gagné et que finalement ils pouvaient passer au-dessus de Castillo. C'est pas si simple que ça, et il y a beaucoup de pays, en tout cas les grands changements structuraux, révolutionnaires dans la région se sont faits par des alliances politiques, mais des alliances très larges,
des alliances dans lesquelles il y avait aussi des transfuges de néolibéraux, dans certains pays en tout cas, de néolibéraux qui cohabitaient avec des gens d'une vieille gauche marxiste et des gens d'une gauche un peu plus moderne ou postmoderne, etc. Et puis chacun conquiert des espaces de pouvoir au sein d'un ministère, d'une structure de l'État, etc. Et finalement fait avancer les choses, fait avancer son agenda. Évidemment, il faut un leader qui chapeaute tout ça, qui arrive à avoir une condition politique, ce qui n'est pas le cas au Pérou, on le voit. Et donc ces faits, ce changement de l'intérieur suppose aussi une grande maturité politique pour assumer des fois des défaites au sein de clans, de clans au sein du pouvoir, et pour pouvoir faire avancer ses pions et avoir d'autres victoires. C'est-à-dire gagner des espaces pour vraiment changer la réalité. Voilà. Alors, ça c'est bien, mais jusqu'où? Jusqu'où les compromis, n'est-ce pas? Non? Alors là, quand je vous dis ça, et surtout, je rajoute une chose qui est aussi très importante. La chronologie aussi du changement politique. Quand vous prenez les gouvernements révolutionnaires, là, ils ne font pas de doute, Nicaragua, le Venezuela ou Cuba, ils n'ont pas commencé bien en tête. Y compris Cuba et le Nicaragua, où ils avaient eu une victoire militaire, et s'ils avaient voulu, ils auraient pu commencer bien en tête, puisqu'ils avaient le pouvoir militaire, non? Alors, au Venezuela, ils contrôlaient l'armée, mais c'était le pouvoir était pris démocratiquement. Ils n'ont pas commencé bien en tête. Hein, je rappelle quand même que Chavez, que j'aime beaucoup, durant les premières années, il le redisait plusieurs fois, son modèle c'était Tony Blair. Le criminel Tony Blair, eh oui. Et évidemment, il y a eu une évolution politique, et y compris le premier cabinet de Chavez, c'est un cabinet de droite, à part deux ministres, Moirébon, Ali Rodriguez Araque et José Vicente Rangel, qui étaient marqués à gauche. Le reste, c'était des gens qui étaient plus à droite. Évidemment, il y a eu une évolution. Donc c'est pour ça que aussi, alors les sandinistes, la junta, la coalition de gouvernement qui a duré un an, il y avait, donc en 1979, il y avait des membres du patronat au sein de cette junta de gobierno. Fidel Castro parlait d'humanisme, il ne parle de socialisme qu'en décembre 1961. Donc il y a eu une certaine évolution, etc. Je rappelle aussi que Cuba a eu un président jusqu'en 1976, président qui venait de la haute société cubaine, hein, propriétaire du Yacht Club de Santiago, un entrepreneur venant des grandes familles de la bourgeoisie cubaine, etc. etc. Donc il y a cette évolution et ces rapports internes pour évidemment faire une politique plus orientée sur le changement social, sur le changement révolutionnaire. Alors jusqu'où? Alors je dis ça, mais pour les trois révolutionnaires, mais même d'autres pays ont connu ça, hein. Je pense à l'Équateur de Rafael Correa, où il y avait des gens alors très marqués à gauche, hein, sans aucun problème ou en tout cas sur le changement social. Il y avait aussi des gens qui auraient pu très bien travailler dans le gouvernement de M. Hollande, hein, sans aucun problème, voire de M. Macron, sans aucun problème. Le péronisme en Argentine, dans le péronisme confluent aussi plusieurs tendances politiques. Voilà, donc, mais évidemment, c'est indispensable un leader qui oriente et qui ait un horizon politique de changement structurel. Et pour l'instant, au Pérou, ça tâtonne et Pedro Castillo n'est pas dans ce rôle-là. Alors, il n'est pas aidé non plus, puisque, comme je vous l'ai dit, le Pérou n'est pas un vrai régime présidentiel et pas un vrai régime parlementaire. Il pourrait y avoir un Premier ministre qui dise « Stop, ça suffit, j'arrive, j'ai une conduction à gauche, etc. » Il y a eu une tentative, hein, pour que vous sachiez aussi, une tentative d'une personne marquée à gauche que le président a consulté
et qui a dit, voilà, il n'y a aucun problème, moi je vais faire ça, voilà mon horizon politique, voilà mon chronogramme, voilà mon programme, et je veux tous ces ministères-là, c'est moi qui les nomme, etc. Le président n'a pas voulu saisir cette option au rebond, pour certainement les raisons que nous avons évoquées précédemment, de calcul politicien pour éviter une procédure d'impeachment. Mais enfin voilà, un Premier ministre qui soit donne le là, on va dire, ou soit un président qui dit ça suffit, à partir de maintenant, on fait ce pourquoi j'ai été élu, etc. Donc on est dans cette situation un peu mouvante. Voilà, je m'arrête là. Je vous dis merci, je vous dis de partager cette vidéo parce que le Pérou, on n'a pas beaucoup d'informations qui viennent du Pérou. Pourtant, c'est un pays riche en rebonds politique, un coup de théâtre. Je pense que la semaine prochaine, je vous en referai une qui portera le même nom. En tout cas, je vous tiens bien évidemment au courant de ce qui se passe, minute par minute. Je vous invite évidemment à aller lire la page www.lesdeuxrives.info, de nous soutenir par vos contributions, puisque vous savez, comme j'aime à le rappeler, que les Deux-Rives ne sont financés ni par les milliardaires, ni par un État, ni par la bourgeoisie de Lima, ou la bourgeoisie de Bourges, dont je suis originaire. Donc, n'hésitez pas évidemment à nous soutenir. Et je vous dis certainement à très bientôt pour un autre coup de théâtre au Pérou depuis Lima. Je vous remercie.